Merci, Général, pour cette brève présentation, mais très efficace. Merci à toutes et à tous d'être ici pour cette nouvelle édition des Chemins de Traverse. Merci vraiment, parce qu'à chaque fois, nous faisons salle comble, édition après édition, et c'est un... Bonsoir, Général. Nous sommes au complet, désormais. Donc merci beaucoup d'être là systématiquement. C'est vraiment très agréable, car après tout, notre temps à tous est précieux. Et justement, à propos de temps disponible, merci à nos deux invités d'être ici, Didier Le Fur et Patrice Guénifet. Avant de les présenter, un mot sur le sujet de ce soir, qui est donc, en gros, la brutalisation de la société à un moment donné. On va partir de deux faits bien connus de l'histoire de France, les massacres de septembre sous la Révolution française et la Saint-Barthélemy. Et ensuite, nous aurons une conversation, car oui, bon, je suis sûr qu'on ne sait rien, mais ça, j'avais aucun doute. Le principe, comme d'habitude pour les chemins de traverse, c'est que ça soit une conversation et pas des monologues alternés. Vous aurez un temps de questions, bien sûr, à la fin d'une trentaine de minutes. Voilà. Alors évidemment, pourquoi la brutalisation de la société? Tout simplement parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de brutalisation de la société sans vraiment savoir à quoi ça renvoie. Et surtout, on a l'impression, parfois, que ce sont des phénomènes totalement inédits auxquels les autorités n'ont jamais été confrontées, auxquels la société n'a jamais été confrontée. Or, j'ai un scoop pour vous ce soir. La France s'est déjà relevée de phénomènes de brutalisation excessivement sévères, parfois incontrôlables. Donc l'idée, c'est de partir de ces faits historiques, de comprendre dans quelle société ils ont prospéré, et puis des choses très simples, mais qu'on ignore parfois, à savoir comment ont réagi les autorités, comment ont réagi les personnes qui étaient en charge à ce moment-là, ce qui a pu les pousser à ça. Est-ce qu'il y a un environnement? Est-ce qu'il y a une époque, un climat de violence? Est-ce qu'il y a des déterminismes? Est-ce qu'il y a aussi des phénomènes qui peuvent faire monter la pression en violence? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions. Et donc, je passe à la rapide présentation de nos invités parce qu'ils sont très connus. Et d'ailleurs, je remarque que c'est la première fois dans ces chemins de traverse que nous recevons uniquement deux historiens. Alors, on a choisi les meilleurs, évidemment. J'insiste, je vais commencer par vous, Patrice Guénifet. Vous êtes historien de la Révolution et de l'Empire. On vous doit de très nombreux livres, dont notamment, mais je pense que vous en avez marre quand on vous en parle, une biographie de Bonaparte, qui a été une vente considérable et un succès de presse considérable. Vous avez été très longtemps professeur à le HESS, je ne dis pas d'idiotie. Vous ne l'êtes plus. Je ne dis pas d'idiotie non plus, c'est terminé. Vous ne le regrettez pas? Absolument pas. Et merci vraiment d'être avec nous ce soir et de prendre de votre temps. Didier Le Fur, vous êtes historien en gros de la Renaissance. On vous doit, vous aussi, de nombreux livres. Le dernier, si je ne dis pas d'idiotie, c'était Et ils mirent Dieu à la retraite, une brève histoire de l'histoire. On vous doit aussi la biographie de référence de François Ier, une histoire de la bataille de Marignan, une autre histoire de la Renaissance, je crois que c'était le bon titre, une biographie de Diane de Poitiers. Bon, je pourrais continuer, mais, information importante, vous préparez une biographie de Charles IX, ce qui, pour parler de la Saint-Barthélemy, à propos de laquelle on ne sait rien, sera utile. Donc, on va commencer par... Alors d'ailleurs, vous avez un micro, je vais vérifier qu'il fonctionne. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On va commencer avec toi, Patrice. Donc, on va commencer par ces deux faits, et en bon historien, nous allons les raconter, si vous le voulez bien. Patrice Guénifet, qu'est-ce que c'est que les massacres de septembre? Que s'est-il passé? Donc on commence à l'inverse de la chronologie. Exactement. Oui, par le plus récent. C'était pour être sympa. Hein. Ouais. Bon, les massacres de septembre éclatent 3 semaines après la chute du roi, après la chute du trône et l'arrestation de la famille royale. Dans un contexte qui est marqué par l'invasion, puisque les frontières de l'Est ont été enfoncées, et le duc de Brunswick publie un manuscrit menaçant Paris de destruction s'il est porté atteinte au roi et à la famille royale. Là-dessus, ça coïncide aussi avec les élections à la Convention, puisque la Constitution a été renversée le 10 août en même temps que le roi. Une nouvelle assemblée, la Convention, est convoquée. Et le 26 août ont commencé les élections, qui sont à 2 degrés. Hein. Bon, on vote dans les arrondissements et on élit une assemblée de grands électeurs qui nommera les députés à la Convention. Et le 2 septembre, le jour même de la réunion de cette assemblée de grands électeurs, commencent les massacres de septembre, donc où des bandes se rendent dans les divers centres de détention
et aussi dans les hospices où se trouvaient les enfants trouvés, les délinquants, les prostituées, les filles abandonnées, etc., à Bicêtre notamment, et commence à massacrer principalement les prêtres, mais pas seulement les prêtres. Plusieurs milliers de personnes vont être tuées, et notamment à Bicêtre, on tue principalement des enfants trouvés, des prostituées, etc., en parlant d'un complot contre la République en liaison avec les puissances étrangères pour renverser la Révolution. Ces massacres durent plusieurs jours, et à partir du deuxième jour, l'autorité insurrectionnelle de la commune va apporter son appui aux massacreurs, notamment en les ravitaillant en vin, ce qui va aggraver les choses, évidemment, puisqu'ils sont ivres. Et vous savez, par exemple, là où se trouve la Cato aujourd'hui, on a beaucoup tué, c'était la prison de la Force. Et il y a encore le petit escalier où les gens étaient tués. Donc il y avait des faux tribunaux qui se réunissaient, les gens comparaissaient. Alors quelques-uns, on les renvoyait dans leurs cellules en disant condamnés, et les autres, on leur disait élargis. Sans doute croyaient-ils qu'ils avaient la vie sauve, mais non, élargis voulait dire qu'on les libérait, ils sortaient sur le perron, et là attendaient les types avec les serpettes, les barres de fer, etc., pour les tuer. Voilà, ça a duré plusieurs jours avant que les choses s'arrêtent, que la Convention, ou plutôt l'Assemblée législative qui est encore en poste, réagisse et obtienne l'arrêt de ces massacres. Mais en réalité, alors sans doute au départ, il y a eu un mouvement de panique à l'idée d'une occupation de Paris et d'une destruction de Paris par l'armée prussienne. Mais en réalité, c'est un coup d'État déguisé qui est venu se greffer dessus, puisque ça a été le moyen de faire élire une députation parisienne entièrement jacobine, avec Marat est élu avec 100% des suffrages, le peintre David est élu avec 100% des suffrages. C'est-à-dire toute la bande qui tient les jacobins parisiens a pu éliminer leurs adversaires girondins par le climat de terreur qui régnait dans Paris pendant ces journées. Donc c'est une sorte de coup d'État électoral qui va permettre à l'extrême gauche de l'époque de s'emparer du pouvoir. Voilà. Donc c'est à la fois un massacre qui sans doute commence spontanément, des rumeurs qui courent, etc., et qui est relayé par un véritable coup d'État politique. Et Marat et Robespierre sont mouillés à plein dans cette affaire pendant ces journées. Et ensuite, d'ailleurs, ils auront toutes sortes de problèmes à la Convention parce qu'ils seront accusés d'avoir fomenté, Danton aussi est dans le coup, même si Danton, Robespierre, Marat ont tous des objectifs différents, mais ils ont tous trempé, Danton est ministre de la Justice à ce moment-là, ils ont tous trempé dans cette affaire qui fait basculer la Révolution dans la terreur. Avant, il y a eu des violences déjà, c'est une révolution, mais ce n'est pas la terreur encore. C'est vraiment les massacres de septembre qui font basculer la Révolution dans la terreur parce que la mort des ennemis réels ou supposés devient la règle à partir de ce moment-là. Donc c'est un vrai tournant dans l'histoire de la Révolution. Question très pratique, mais comment est-ce que ces bandes arrivent aux prisonniers, aux enfants? C'est-à-dire qu'ils arrivent devant un hospice, une prison, et on les laisse entrer? Oui. Bon, ils forcent le passage par Non, quel non, phénomène? non, Puisqu'il y a des autorités constituées dans ces endroits, à peu près. Il n'y a plus d'autorité constituée à partir du 18 août. Il y a des gardiens dans Il y a une des prison. gardiens. Mais vous savez, c'est le peuple souverain qui se présente avec des haches, des armes. Vous ne refusez pas le passage au peuple souverain. Si quelqu'un s'avise de le faire, il va être liquidé par la même occasion. Et puis l'autorité municipale qui est chargée de maintenir l'ordre, la commune de Paris a été renversée le 10 août, et c'est une commune insurrectionnelle qui s'est mise en place. Donc il n'y a personne pour arrêter les massacres. Et même, il y aura, comme je l'ai dit, de la part de la Convention, des encouragements donnés. Billaud-Varenne, par exemple, qui est membre de la commune à ce moment-là, a été vu venant encourager les massacreurs dans les prisons. Robespierre prononce au moins 2 discours favorables au massacre. À la Convention? Non, à la Commune de Paris, parce que lui aussi siège à la Commune à ce moment-là.
Danton a donné des encouragements aux massacreurs. En employant quel motif politique ? Le danger de la patrie, le salut public, l'imminence d'une attaque contre Paris de l'armée des Autrichiens et des Prussiens. Donc l'argument du salut public joue à plein. Puis vous savez, dans les révolutions, le sentiment, je mets à part la haine et tout ce qu'il peut y avoir, mais le sentiment qui domine, c'est la peur. Parce qu'il n'y a plus de loi pour personne. Donc tout le monde a peur de tout le monde et de tout. Et ça joue beaucoup dans cet entraînement qui fait que des choses qui vont avoir lieu sont impossibles. C'est dans ces journées qu'est tuée la princesse de Lamballe. Les gens vont l'arracher à sa prison et vont l'éventrer dans la rue et traîner son cadavre à travers Paris. Et les gens qui ont fait ça seront arrêtés plus tard, au moment du Directoire. Après la fin de la Terreur, d'ailleurs beaucoup de massacreurs de septembre vont être arrêtés. Ce sont des bons bourgeois du centre de Paris. C'est le Paris de l'époque, c'est-à-dire ce sont des artisans, des entrepreneurs, des gens tout à fait normaux, très peu de criminels par nature parmi eux. C'est plutôt des gens installés dans la société et qui, dans ces circonstances, se sont transformés en monstres. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. On va y revenir après. J'ajouterais juste une chose. On est allé chercher des spécialistes, par exemple pour la princesse de Lamballe, les types qui l'ont tuée, qui n'avaient pas le savoir-faire, sont allés chercher un charcutier pour la découper, couper sa tête, puis la montrer à la reine à la prison du Temple. Voilà. Donc c'est aussi un climat où je pense, et ça existe dans l'histoire, où des gens tout à fait comme nous, ordinaires, deviennent capables de choses extrêmes. On voit ça à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais justement, on va y revenir après. Didier Le Fur, c'est quoi la Saint-Barthélemy ? Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu Didier Le Fur, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux, le principe des livres de Didier Le Fur au premier chapitre, c'est vous pensez que le sujet du livre, c'est ça, en fait, vous n'avez jamais rien lu. Donc je m'attends à ce qu'à propos de la Saint-Barthélemy, on m'explique qu'en fait, c'est en fait la Saint-Martin, sûrement, le jour où ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Didier Le Fur ? Une chose que depuis 10 ans, on incitait le roi à faire, c'est-à-dire de tuer tous les chefs réformés qui, par 3 fois, avaient déclenché une guerre civile. Guerre civile qui avait duré au total 4 ans. L'histoire a oublié un petit peu ce temps, considérant que finalement, en prenant l'expression guerre de religion et non plus guerre civile, que finalement, on opposait des chrétiens, enfin pas des chrétiens, des catholiques et des protestants, comme on opposait finalement des Allemands et des Français. Et des Français. Or, ce ne sont que des Français. Même si chaque parti, quand il va faire la guerre, eh bien, va faire appel à l'étranger, aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, selon les confessions des uns et des autres. Et pendant 10 ans, des auteurs ont, devant la prise d'armes des réformés, des milliers de morts, parce qu'on parle toujours de la Saint-Barthélemy et d'un massacre puissant, mais fondamentalement, la première guerre a fait sans doute 60 000 morts, sans parler de tous ceux qu'on n'a jamais comptés. La deuxième, on n'en sait rien. La troisième non plus. Tout simplement, comme tu te disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il faut savoir oublier. Et on n'écrit pas. Et si l'histoire des réformés et de tout ce temps, et notamment de la Saint-Barthélemy, a été écrite, elle a été écrite essentiellement par les réformés depuis Genève ou après la mort de Charles IX. Mais il n'y a aucun récit, aucune histoire factuelle, aucune glorification aussi de la monarchie pour avoir vaincu la première, la deuxième et la troisième guerre civile, voire même expliquer la Saint-Barthélemy. Et c'est pour ça qu'on est dans un vide assez abyssal pour expliquer ce massacre, parce qu'il existe, incontestablement. Après, il y a tout le fantasme de l'écriture, des partisans, des catholiques ou réformés, puis après des partisans bourbons qui chercheront à structurer la légitimité de cette famille par rapport à la décrépitude des Valois, puis après tous les autres régimes politiques, quels qu'ils soient, qui chercheront tous plus ou moins, quand ils n'étaient pas monarchiques, à taper dessus. Et donc on est sur cette idée comme ça d'un temps de violence extrême, avec un enfant de 10 ans qui devient roi à 10 ans en 1560. Là, vous parlez de Charles IX. Charles IX, et qui va grandir roi comme ça, au milieu de tous ces tumultes, de toutes ces rivalités entre familles princières,
prince du sang, c'est très important, toute cette notion-là, et prince étranger ou grand seigneur, et qui vont chacun, peu à peu, choisir un parti, mais, alors, politique, mais aussi religieux. Et cette expression de guerre de religion qui ne date que de la fin du XVIIe siècle, sans doute pas encore très bien définie tout ça, mais sans doute après la guerre de 30 ans, qui est une véritable guerre de religion, parce que des États vont se statifier comme ça en Europe en étant protestants ou catholiques. Pendant tout ce temps de guerre, de ces 40 ans de troubles et de guerres civiles, chacun, que ce soit réformé ou catholique, appelleront ça des guerres civiles intestines sous prétexte de religion. C'est-à-dire que très très vite, ces guerres de religion, ces guerres qui pouvaient être à caractère religieux, eh bien, hommes d'église catholiques ou pasteurs vont disparaître de la situation et vont laisser finalement ce combat à des militaires. Et le combat va devenir essentiellement politico-militaire avec des guerres, des prises de sièges, enfin des sièges, à un moment, par la Troisième Guerre civile, il y a à peu près 70 000 soldats armés, sans parler de tous ceux qui sont en garnison dans les villes, tous ceux qui sont dans les autres sillages de villes à conserver ou à conquérir. C'est un état de guerre constant. Et au milieu de tout ça, vous avez un enfant qui grandit roi. Et là, je reviens à mon histoire de la Saint-Barth. C'est-à-dire que fondamentalement, on arrive à un moment où, après sans doute des milliers de morts pour la Troisième Guerre, un temps de paix fragile, il y a cette possibilité que soit les réformés soient pris au piège par les catholiques, ça c'est la version réformée, soit au contraire, ça c'est la version catholique, que le roi soit pris au piège, comme il avait été presque pris au piège aussi à Meaux 3 ans plus tôt, non 5 ans plus tôt, et d'être enlevé et d'être mis aux mains des réformés qui, depuis 10 ans, publiaient régulièrement des textes qui parlaient d'une possibilité d'une monarchie élective, pas forcément d'une monarchie non plus, voire d'une monarchie parlementaire, voire même plus de monarchie du tout. Et donc toute cette réflexion que les réformés ont eue, ponctuellement, et puis de plus en plus régulièrement comme un argument de leur propagande, comme finalement il était peut-être nécessaire de changer de régime pour que la religion réformée prenne sa place et qu'elle devienne sinon sinon dominante ou inviable. Eh bien, l'idée de changer et de déstructurer finalement cette tradition monarchique pouvait partir en éclats. Et c'est ce qu'ils ont cru. Et c'est ce qu'ils ont, en tout cas, justifié au lendemain de la Saint-Barthélemy, du 24 et 25 août 1572, dans la version catholique. C'est-à-dire, grosso modo, le roi allait être pris au piège, on allait changer de régime, il fallait agir. Et le but, c'était simplement de tuer ceux qui étaient capables de conduire des armées. C'est-à-dire, alors les chiffres, là, je vous assure une chose. Pardon, Didier, je vous interromps. Juste, du coup, pourquoi est-ce que les gens sont à Paris pour la Saint-Barthélemy ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tous les chefs réformés sont à Paris pour la Saint-Barthélemy ? Alors, c'est tout bête, c'est qu'ils sont là pour un mariage. La paix de 1570, c'est une paix achetée. Hein. Charles IX paye toutes les dettes du parti réformé, c'est-à-dire quand même pendant 2 ans de guerre, c'est pas mal d'argent, mais il paye. Il y avait un projet de mariage de Marguerite de Valois avec le roi du Portugal qui finalement ne se fera pas. Et fondamentalement, cette fille est à marier, il y a une paix à entretenir. Eh bien, on va marier le premier prince du sang réformé, Henri de Navarre, avec la dernière fille de France libre, Marguerite. Et c'est au mois d'août que ça va se passer. Le mariage se passe très bien. Donc là, on invite tout le monde. On invite tout le monde. Mais enfin, pas tout le monde, parce que ça, c'est le cinéma. Il faut faire très attention aussi. Parce que, non, je pose des questions, ouais. moi. Je n'affirme rien. Hein. Non, c'est parce que la littérature et Dumas a fait un récit génial. Non, mais justement. Donc... Mais fondamentalement, il faut savoir s'en débarrasser. Tout à fait. C'est comme Patrice Chéreau, pareil. Mais c'est très dur parce qu'on a des images en tête tout le temps. Mais nous sommes bien d'accord que c'est un mariage. C'est un mariage. Ça se passe très bien. Entre protestants et catholiques. Voilà. On dépense beaucoup. Entre Français. Entre Français. Surtout. Et c'est surtout ça le truc. Ah, et voilà, chacun a sa confession. Voilà, la liberté de conscience existe depuis 10 ans, on la respecte, c'est pas un problème. Et chacun, de toute façon, catholique, que ce soit Marguerite qui restera catholique ou son époux qui restera réformé, eh bien, cultivera sa religion dans son coin, c'est pas un problème non plus. C'était le projet de mariage d'ailleurs pour le futur Henri III avec Élisabeth d'Angleterre ou après avec le duc d'Alençon. On est dans cette logique-là. Ça gêne personne encore. Il se trouve que le mariage s'achève.
le cinéma, la littérature, elle laissait supposer que finalement tout le monde était resté. Vivre à Paris, c'est très cher. Il n'y a pas beaucoup de logements. Et en général, on s'en va assez vite. Mais il se trouve que le 22 août, c'est-à-dire quelques jours plus tard, Coligny est victime d'un attentat. Et en sortant du Louvre. Coligny, qui est donc Coligny, l'amiral de protestant. Coligny, et qui a été un des plus grands chefs avec Condé, quand il était vivant, de la lutte armée protestante en France. Et pour la paix, là encore, on le fait venir de La Rochelle, parce qu'il commençait à fomenter certaines choses qui commençaient à déplaire. On s'est dit que le mettre au Louvre plutôt qu'à La Rochelle, c'était peut-être avoir une mainmise sur lui plus efficace. Et donc, le problème, c'est que Coligny est incontestablement un réformé convaincu, qu'il a l'intention d'aider les protestants je fais dans des trucs là, les protestants comment on appelle ça, des Pays-Bas, pour lutter contre Philippe II d'Espagne. En fait, ces guerres de religion, ces guerres civiles françaises impliquent aussi toute l'Europe. Hein. C'est à étendre constamment. Et donc, Coligny est à Paris. Coligny est à Paris, se fait un attentat. La colère des princes du sang et des autres seigneurs protestants est palpable. Selon la version catholique, eh bien, on va tuer Coligny parce que justement, il risque de prendre le roi à ce moment-là. Et selon la version réformée, c'est le début du massacre généralisé. Ce massacre généralisé, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que ça fait 12 ans que chaque réformé, chaque texte en parle. Ça fait partie d'un argument régulier, sous-entendant que si Dieu nous a laissé assez d'ennemis, c'est pour, nous défendre, pour défendre notre foi, et pour être capable aussi d'être exemplaire dans notre foi. Et c'est récurrent, et chaque mois, chaque trimestre, vous avez un texte qui prévoit potentiellement un massacre. Et forcément, un massacre généralisé. Et forcément, ce sera fomenté par la famille de Guise, puisque cette famille de Guise a la prétention de complètement manipuler le pouvoir royal, un enfant, une femme, avec Catherine de Médicis, qui est à ce moment-là le gouverneur de France. Mais alors du coup, moi je vous pose la question à vous, pas la littérature ni Alexandre Dumas. Qui a décidé de tuer Coligny? Quelqu'un a décidé? On connaît l'assassin, c'est Maurevert, c'est tout. Et donc on ne sait rien d'autre. Et ce monsieur avait tué déjà son capitaine qui était protestant donc en Bretagne. On ne sait pas qui a donné l'ordre de l'attentat qui a déclenché le massacre. On suppose. Mais on ne sait pas. On sait pas. Donc ça peut être un acte. Si on est honnête, on ne sait pas. Il a agi seul? On ne sait pas. Il l'a tué comment? Il ne l'a pas tué, il l'a blessé simplement. Il a voulu. Alors, selon les textes, Coligny se serait mis à tousser, serait baissé et la balle serait passée au-dessus. Il aurait tiré dessus. Il a touché tout le bras. D'accord. Et après, sur l'enclenchement des violences, là encore, on ne sait pas s'il y a un commanditaire. Enfin, on le sait d'ailleurs ou pas du tout? On le sait qu'il y a des réunions le 23. Alors ça, c'est le 22. La colère monte du côté des princes protestants. On en a peur, sans doute. Cette idée de peur que tu disais tout à l'heure est réelle. À la fois le peur dans la population et la peur au pouvoir. Et un pouvoir qui a peur de son peuple, c'est toujours un peu embêtant. Et donc, il y a un conseil. Soit plusieurs conseils, soit un seul qui se prolonge jusqu'à la nuit. On avertit incontestablement la municipalité avant minuit que l'intention royale a été fixée, c'est-à-dire qu'on allait tuer Coligny et les hommes qui l'entouraient dans son hôtel qui est juste à côté du Louvre. D'accord. Voilà. En fait, c'est un crime d'État. On prévoit un crime d'État. Ça, c'est sûr. Et le roi est au courant. Et le roi est au courant. Mais Guise n'est pas au Conseil. Et au Conseil, on sait probablement que Catherine de Médicis et le duc d'Anjou y sont. Peut-être Tavannes. Donc ça commence par un attentat, les choses s'emballent, il y a un conseil des chefs... le 23. Le 23. Qui dure toute la nuit. Voilà. Et là, on informe le roi. Et là, le roi est aussi au conseil, d'accord. Et donc, ils vont décider d'éliminer les chefs protestants. Voilà. D'accord, très bien. Alors qu'ils soient 12 ou 50, comme on le dit, on n'en sait strictement rien. Et c'est ça aussi la chose étrange, c'est que parmi cette noblesse importante, on ignore s'ils ont été tués ce jour-là ou 10 ans plus tard, ça me pose problème aussi. Et le but, c'est d'éliminer des chefs. Oui, seulement. Parce que c'était le principe.
dès le départ, on en élimine 5, 10, vous verrez qu'après le peuple rentrera chez lui et il n'y aura pas de souci. L'important, c'est de tuer les chefs. D'accord. Et est-ce que c'est ce qui va se passer? Alors, au début. Au début, c'est à peu près réglé, si on peut Au dire début, ça comme ça. tout se passe, j'allais dire, convenablement, selon les plans, Oui, oui, voilà. et autant au Louvre et qu'à l'hôtel de Coligny. Alors là aussi, c'est là où je reviens avec mon histoire d'image et de roman. Le Louvre, c'est simplement un tiers de ce qu'il est aujourd'hui, même pas. Hein. Donc c'est la moitié de la cour carrée et un petit bout dans un coin. C'est pas du tout le Louvre immense qu'on a aujourd'hui depuis Napoléon III. Et donc, faut pas imaginer ces flots de sang et ces morts partout comme si le cinéma ou la littérature le propose. Ceux qui sont logés au Louvre sont forcément ceux qui accompagnent Condé, enfin le prince de Condé et le roi de Navarre. Ces deux personnages sont réformés, ce sont des princes du sang, donc ils n'ont pas été protégés parce qu'ils allaient se convertir, ils ont été protégés simplement parce qu'ils étaient des princes du sang et qu'un roi de France ne peut pas tuer un prince du sang. Ou alors par derrière, mais par quelqu'un d'autre. Mais sinon, c'est une interdiction, c'est normal. Il est successible et que par conséquent, ce serait faire un attentat, enfin une insulte à Dieu immense. Comment on appelle ça? À l'hôtel de Coligny, on sait que Coligny va être jeté par la fenêtre, qu'il va être assassiné, qu'une dizaine de personnes autour de lui vont être assassinées, mais c'est tout. L'important, c'est après. C'est que fondamentalement, même si une partie, et notamment le duc d'Anjou et puis le duc de Guise, vont courir après les autres capitaines et autres soldats qui se trouvent au Pré-aux-Clercs, c'est-à-dire grosso modo à côté de l'Institut, et là, on va supprimer une petite image aussi d'un Charles IX tirant à la carabine de l'autre côté pour tuer comme des lapins les réformés qui couraient. C'est pas possible. Il n'y avait pas de construction et le Pré-aux-Clercs est bien trop loin et pas d'armes comme ça. Mais c'est des images qui restent et ça laisse supposer fondamentalement une espèce de cruauté et une monstruosité qui va être liée aussi à ce massacre et à la violence du massacre. Et c'est pour ça qu'il y avait une question à faire tout à l'heure pour le truc. C'est en gros, l'histoire s'emballe et entre 2 heures après minuit ou 2 heures après la nuit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire entre 2 heures du matin et 7 heures du matin, grosso modo, eh bien, avec les cloches qui vont sonner dans Paris, le réveil des gens, eh bien, un massacre va s'organiser. Là, totalement spontané. C'est très difficile de savoir. Qu'est-ce qui a été spontané? Les romans, tout ça montre que c'est absolument pas spontané, mais on n'en sait strictement rien. Il est évident que, et là j'en reviens à ma succession de guerres, c'est à chaque fois que les guerres se sont conclues par un traité de pacification et non pas un traité de paix, parce qu'on n'est pas avec des pays étrangers, eh bien il y avait la nécessité de tout oublier. Alors on a oublié dans les écrits, on a oublié dans les histoires, mais la mémoire, elle, des hommes qui ont été ou des femmes qui ont été victimes de tout ça n'ont pas été... Alors, on va y revenir juste après, parce que j'aimerais du coup qu'on fasse un lien avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Patrice. Ces bons bourgeois de Paris qui tout à coup se sont transformés en barbares, on va dire ça comme ça, sans charger trop émotionnellement le mot. Est-ce que, avant la Révolution française, donc en fait 2 ans avant en réalité, est-ce que 2 ans avant, ces gens vivaient en harmonie? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose dans leur comportement qui est lié à ce fait politique majeur? Est-ce qu'il y avait des tensions avant, ou est-ce qu'en fait ça s'est produit en très peu de temps et tout a basculé? Est-ce que cet endroit de Paris, ces gens de Paris, je vais vous donner un micro, pardon, est-ce que quelqu'un aurait pu deviner 2 ans avant qu'une chose pareille aurait pu se produire? Et sinon, comment l'expliquer? Oui, parce qu'il y avait, comment dire, le XVIIIe siècle a imposé l'idée qu'il y avait eu une pacification de la société et un processus de civilisation qui est très réel au sommet de la société, dans les classes aisées, aristocratiques, etc. Mais il y a néanmoins une très grande violence dans la société française, dans les campagnes, société très violente, dans les villes. Et par exemple, si on lit le voyage d'Arthur Young en France en 1787-88, on n'a pas du tout l'image de la société française qu'on a si on lit Montesquieu. Pas du tout. Arthur Young, qui est donc un voyageur britannique qui a voyagé partout en France et qui a raconté ce qu'il avait vu. Il va voir le pays réel, comme on dirait aujourd'hui.
Donc il va dans les campagnes et il voit d'abord la misère effroyable qui régnait en France à la veille de la Révolution, dans une société qui était une société, avec une aisance réelle. C'est-à-dire que les économistes nous ont dit que les prix et les salaires n'ont pas cessé de monter tout au long du XVIIIe siècle. Et ça, c'est un signe de progrès évident. Mais néanmoins, dans les campagnes, la société reste très, très violente. Et dans les villes aussi, surtout une ville comme Paris, qui est une ville avec des contrastes sociaux très importants. Alors, ce qui atténue cette violence, c'est l'organisation corporative de la société d'Ancien Régime, où tout le monde est intégré à un corps de métier, à une paroisse, et ça atténue la violence. Une hiérarchie qui atténue les choses. Mais la violence est là. Et on la voit dans l'émeute Réveillon, donc 1 an avant la Révolution française. L'attaque contre un fabricant de papier peint, son usine est dévastée. Il y aura plusieurs dizaines d'exécutions. Après, l'armée est obligée d'intervenir pour rétablir l'ordre, donc dans ce qui est aujourd'hui le 11e arrondissement. C'est ultra violent et ça annonce un peu la violence qui va être celle de la Révolution française. Et puis, à partir de l'été 88, avec la convocation des États généraux, c'est comme une société qui s'affaisse en quelques semaines. C'est-à-dire que le pouvoir disparaît, il s'éclipse, il n'y a plus d'État. Toutes les normes s'effacent. Donc la Révolution, elle commence bien avant 89. Et dans toute la France, on voit se multiplier des petites insurrections, des émeutes. Après, ça va être les attaques contre les châteaux, etc. Donc c'est comme une société qui a 1000 ans d'âge et qui se défait en quelques semaines. Et ça, bien sûr, c'est générateur de violence. On sait bien que les situations où l'État s'affaiblit, ou les situations de guerre qui augmentent l'impression, le sentiment de la menace imminente, sont génératrices de violence. Et si bien que la Révolution française va être violente tout de suite, même si le paroxysme sera atteint en septembre 92. Mais déjà le 14 juillet, c'est une explosion de violence incroyable et de violence massacreuse. C'est-à-dire que d'emblée, ça prend cet aspect de violence massacreuse. Et pas seulement à Paris, parce qu'il y a ce genre de violence dans d'autres villes de province. Donc c'est une société qui est pacifiée en apparence, qui ne l'est pas au fond, et dans un contexte d'effondrement subi de l'autorité. Alors justement, c'est intéressant parce que là, le roi disparaît, à peu près, puis totalement, quoi. Le roi disparaît, mais dans les faits, et c'est une vraie question, il y a une administration, il y a une police. Pourquoi est-ce que ces choses-là disparaissent en même temps que le roi ? Par exemple, le 14 juillet, normalement, le roi devrait pouvoir faire appel au régiment pour rétablir l'ordre. Les gardes françaises refusent d'intervenir, retournent le fusil, refusent d'intervenir. Alors il peut compter sur des régiments étrangers, Lambesque, etc., qui vont intervenir, mais qui vont intervenir une fois. Donc le tableau de bord ne répond plus, quoi. Non, et puis surtout au sommet, c'est-à-dire qu'à Versailles, les ordres ne viennent pas. C'est-à-dire que c'est comme une paralysie du pouvoir, et on a vu ça à petite échelle. Les gens qui ont vécu, moi quelqu'un m'avait raconté, mai 68, ont vu exactement le même phénomène, c'est-à-dire d'un pouvoir qui est paralysé. Tous les instruments sont là, mais le pouvoir est paralysé et ne croit pas pouvoir agir. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que leur légitimité a disparu. Elle s'est défaite. Alors ils ne vont pas risquer leur peau pour une légitimité qui n'existe plus. Et c'est ce qui se passe dans la Révolution française. Dire d'un coup, tous les gens, les juges, les gens qui s'occupent du maintien de l'ordre, les administrateurs royaux dans les départements, tout se paralyse ou disparaît purement et simplement. Il y a sûrement un peu de peur aussi. Il y a de la peur. Il y a aussi l'adhésion à, parce qu'il y a aussi une vague d'espérance, c'est-à-dire l'idée qu'un changement massif est absolument indispensable et que l'heure est venue. Et donc il y a aussi, après tout, la révolution va être faite par les gens qui sont les cadres de la société d'Ancien Régime. Ils disparaissent pas, ce sont eux qui vont faire la révolution, qu'on va retrouver dans les assemblées. Après tout, les armées révolutionnaires vont avoir pour cadre des officiers qui viennent souvent des armées d'Ancien Régime. Donc il y a une espèce de
de transfert de la force et de la capacité d'agir de l'ordre établi vers la révolution. Mais c'est alors dernière question et après Oui. on fera un retour vers Didier. Malgré tout, dans cette société française, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre. Enfin, il y a eu la guerre d'indépendance américaine. Je veux Oui. dire, il n'y a pas eu de guerre depuis très longtemps. Non, oui. Est-ce que pourquoi est-ce que cette société est particulièrement brutale dans les années 1780 Évidemment, c'est dur de trouver une seule explication, mais Oui. pourquoi socialement c'est aussi éruptif? Il faut voir aussi que le XVIIIe siècle, certes, il n'y a pas d'invasion étrangère, les guerres se passent au-delà des frontières du royaume, mais c'est une société qui est agitée par des conflits incessants. L'absolutisme a fait beaucoup de mal à la France. Alors, on le paye encore aujourd'hui. Avoir eu Louis XIV, c'est quand même un malheur. Et on a eu ce malheur. Et alors, le XVIIIe siècle, c'est une guerre permanente de la magistrature contre le pouvoir politique, contre la royauté, qui a peu à peu miné la légitimité de la royauté et son autorité. Le XVIIIe siècle, c'est aussi la querelle du jansénisme qui empoisonne toute la politique du siècle. Donc il y a des tensions très fortes au sein des élites. Et puis il y a des tensions sociales extrêmement fortes qui sont amorties par le système corporatif, mais qui ne sont pas annulées. C'est à cause de quoi? Des inégalités? L'inégalité, qui est quand même... La société française est très inégalitaire. Oui. Très. Et c'est lié aussi au phénomène de cour, qui fait que la noblesse fait l'objet d'un rejet très important. Et puis, il y a cette particularité française, depuis Étienne Marcel au moins, qui est le ressentiment. La Révolution française, c'est liberté, égalité, fraternité, mais avant tout, il y a le ressentiment. La haine contre les riches, la haine contre ceux qui réussissent. Tout ça, la haine de la pluralité, de la division, de la différence. Tout ça est profondément enraciné dans la société française et va exploser à la faveur de circonstances imprévisibles, qui est qu'un roi incapable, bien brave mais incapable, va dire un beau jour « Écoutez, je n'ai pas la solution des problèmes, débrouillez-vous ». Et il convoque les États généraux. Il n'y avait pas eu d'États généraux depuis 1614, et les États généraux ont toujours été, en quelque sorte, une variable de manipulation ou d'ajustement du pouvoir. Et lui remet son sceptre, sa couronne, au peuple, en disant « Maintenant, débrouillez-vous, moi, je n'ai plus la solution des problèmes ». Et ça déclenche une situation d'anarchie totale. Didier Le Fur, même question sur la brutalisation. Là, nous sommes à Paris, hein, donc nous sommes dans une ville. Donc, question très simple. Est-ce qu'à Paris, depuis cette trêve, 10 ans, vous l'avez dit, c'est ça, non? Ça fait 10 ans à peu près que non, pardon. 2 ans. Juste. 2 ans, alors de 2 ans. Depuis cette trêve de 2 ans, est-ce que cette ville est tenue? Est-ce que les rapports entre les uns et les autres sont à peu près apaisés? Est-ce que les gens qui vivent à Paris, vous avez dit tout à l'heure que c'était une ville chère, sont des gens qui, a priori, apparaissent comme civilisés, en tout cas, pas des gens qui sont prêts à assassiner leurs voisins? C'est quoi l'état de cette ville? Est-ce qu'on aurait pu imaginer une seule seconde que des massacres supposément spontanés aient pu avoir lieu, comme ça, sporadiquement? Il y a plusieurs... D'abord, il faut mettre une chose, c'est que la religion réformée est interdite à Paris depuis 1562, c'est-à-dire depuis 10 ans. 10 ans avant le massacre. Pas de protestants à Paris? Il y a des protestants. Ils ont la liberté de conscience, donc ils peuvent vivre dans Paris. Mais ils n'ont pas le droit de pratiquer. S'ils veulent pratiquer leur culte, ils sont obligés d'aller à Senlis, à Meaux, à Chartres. Pas de temple dans Paris? Aucun. Et ni dans la banlieue, ni dans la Vicomté, en fait. Il faut faire tout le très intéressant. Et donc, quand on arrive en 1572, c'est-à-dire au moment du massacre, officiellement, la population est désarmée. Officiellement, les protestants n'ont pas le droit de pratiquer leur culte, et que tous les plus grands militants protestants ou réformés, je préfère parler de réformés, eh bien, ont quitté la ville pour d'autres, la Charité-sur-Loire, La Rochelle. Donc il y en a peu dans Paris, techniquement. On n'en sait rien. Ok. On n'en sait rien. On connaît les listes. Enfin, eux connaissent les listes, parce qu'ils visitent les maisons depuis la Première Guerre civile, depuis 1562. Donc toutes les maisons suspectes. Officiellement, d'après le Parlement de Paris en 1562, il y aurait 200 maisons sur 15 000 dans Paris qui seraient habitées par des réformés en 1562. Après, on n'a plus les chiffres. En revanche, tout le monde, et régulièrement, s'informe sur l'évolution de la population réformée.
quand cette population se prend à devenir criminelle, c'est exactement pareil que ce que tu disais par rapport à une bourgeoisie, puisque c'est quand même une bourgeoisie, voilà, et qui mène cette ville, alors petite ou grande, peu importe, mais elle est. Et à la différence des journées de septembre, c'est que là, on protège un régime plutôt que d'essayer de le faire évoluer ou de le transformer. Et donc, on est là aussi dans toute la notion, mais inversement, de garder ces petits privilèges, ces petits savoirs, des petits pouvoirs, et à conserver tout cela au risque d'être balancé par un nouveau pouvoir que les protestants pourraient, ou les réformés pourraient imposer au roi à ce moment-là. Donc, vous voulez dire qu'en fait, l'État se protège? Non, ce n'est pas l'État qui se protège, finalement C'est la le pouvoir. population qui se protège aussi d'une évolution qui ne lui serait pas favorable. qui lui serait pas favorable et qu'elle ne pourrait pas contrôler. Et ça, c'est pour Paris, uniquement. Parce que tous les massacres qui vont avoir lieu, parce que justement Paris s'est révolté et Paris a tué et a osé tuer, eh bien, dans toutes les villes que les réformés avaient prises pendant ces 3 dernières guerres, qu'ils avaient quelquefois en détruisant cathédrales, églises, couvents, en tuant aussi les religieuses et religieux, en obligeant des conversions, enfin en faisant des conversions de force de catholiques à la Réforme. Toute cette mémoire-là, et notamment à Lyon, à Poitiers et à Rouen, elle est restée. Il n'y a pas eu de jugement après je vous le dis, cette pacification. Personne ne peut se plaindre de quoi que ce soit, de tout ce qu'ils ont vécu, en bien, enfin en vol, en crime ou autre chose. Toute cette rancune, elle est restée. Tu parlais de rancune tout à l'heure, c'est une autre rancune, elle est à l'inverse. C'est-à-dire, grosso modo, c'est ceux qui nous ont agressés, contre laquelle on n'a pas pu se défendre, parce que même minoritaires, eh bien, ils ont été protégés par la pacification. Là, puisque le roi autorise à tuer, que la population parisienne a tué, et que fondamentalement, je ne suis pas si sûr qu'on ait été très très efficace pour empêcher cette population parisienne de tuer, eh bien les autres ont continué aussi. Mais d'ailleurs, qui aurait pu les empêcher? Qui supposément aurait dû empêcher Alors, il y a quand que même, ça se produise? C'est quoi? Il y a une quand même- police, il y a des... il y a quand même une police parisienne. Alors, c'est pas du tout la police du 18e. Hein, Ça ressemble à quoi cette exactement police? rien à voir. Mais c'est intéressant, ça ressemble à quoi cette Alors, police? c'est des quartiers-nerfs, c'est grosso modo une vingtaine de personnes par quartier, il y en a 16. Et en plus, il y a à peu près 500 hommes armés, entre arquebusiers, archers de la ville. On a quand même, grosso modo, 600-800 personnes armées potentiellement. Et une réserve militaire, au cas où, de 1800 personnes. Sauf que ces gens-là, il faut qu'ils aillent chercher leurs armes à l'arsenal. Un peu de logistique, Voilà. quoi. Donc, ils n'ont pas du tout ça à la maison. Les autres, si. Ils peuvent les avoir sur eux s'ils sont en patrouille. Et ils vont réagir? C'est la grande question parce qu'on ne sait pas qui a réfléchi. Alors, la municipalité dira oui, si nous on a fait notre boulot, c'est ceux du pouvoir royal qui n'ont rien fait. Et les autres diront si nous on a fait notre boulot, c'est la municipalité qui n'a rien fait. On la balle. Et donc on est devant un massacre réel dont on ignore complètement le nombre de victimes, puisqu'on n'a pas le chiffre. On a une facture de 1600 personnes. Mais ce fossoyeur du cimetière Sainte... Donc la facture du fossoyeur. Voilà. D'accord. Elle date de la mi-septembre. C'était le 24 août. Il fait très chaud. Si on ne s'est pas dépêché, il y a des épidémies. Et dans toutes les guerres, dans toutes les batailles, on se dépêche tout de suite d'enterrer les morts parce que justement à cause de cela. Oui, là, la facture vient un peu tard. C'est peut-être pas la première. Il a peut-être gonflé les chiffres aussi, comme n'importe qui à cette époque gonflait tous les chiffres pour gagner plus d'argent. Bref, on ne peut même pas se stabiliser et avoir une vision claire par rapport à ça, une base en tout cas. Et à côté de ça, si on avait tué autant, et c'est là où j'ai un petit souci aussi avec ça, alors on connaît 5 noms. Tu parlais des bouchers tout à l'heure, du charcutier, et ben c'est pareil, voilà. Ils savent tuer. Ils savent tuer un cochon, ils savent tuer une vache. Et alors que curieusement, vaches et cochons avaient été interdits, enfin la tuerie de ces animaux avait été interdite pour justement éviter certains types d'armes aux réformés pour pouvoir... Pendant le mariage, vous voulez dire ? Non, avant, depuis 10 ans. Paris est désarmé. Et il a juste ses couteaux de cuisine. Hein. Et donc, c'est pas avec un couteau de cuisine qu'on devient un criminel de masse. C'est pas possible. Et pourtant, c'est avec ça qu'on a tué ces gens-là. Certains. Et d'autres ? D'autres ont été fusillés, d'autres ont été lapidés. Voilà. Alors, il y a juste une petite chose, c'est que...
justement, je reviens avec ça. C'est qu'on parlait de massacre et de corps massacrés. On est dans même si ce ne sont pas des guerres de religion, l'imaginaire religieux est immense. Et que ce soit pour les réformés ou pour les catholiques, la résurrection du corps existe, les deux y croient, mais elle doit être complète. Le corps doit être complet. Et c'est-à-dire que vous avez l'assassinat, une balle dans le dos, et puis voilà, c'est bon, ou un coup d'épée dans le ventre. Vous avez le corps martyrisé, c'est-à-dire déchiqueté, comme pour les saints et tout, et décapité, mais Saint-Denis, il a toujours sa tête sous le bras. Voilà. Les corps séparés des corps royaux, avec le cœur dans un côté et les entrailles de l'autre, c'est pas grave, parce que tout ça est enterré dans une terre sainte, et on peut tout ramasser. Le massacre, c'est éparpillé, justement. C'est empêcher... Volontairement pour empêcher la résurrection. Pour mutile pour empêcher. Empêcher la résurrection. Et ces corps massacrés cette logique-là va être utilisée d'abord par les réformés contre les catholiques, idolâtres, à supprimer complètement du territoire. Et c'est tous les curés et religieuses de la Première Guerre civile, à peu près 3000 quand même. Je sais pas. Et par la suite, une récupération par le parti royal et catholique de ce même procédé. Et à Paris, quand on va lire des textes réformés où on dit que, par exemple, je sais pas, Adam Fumé ou d'autres vont se trimballer avec les boyaux de l'un et le cœur de l'autre et tout ça, finalement, ce n'est qu'une expression. Et là, je reviens avec cette phrase parce que même si je ne suis pas sûr que tout le monde ait fonctionné comme ça, je suis sûr que certains l'ont fait, de Crouzet, où chacun s'est pris pour le bras de Dieu. Et c'est-à-dire qu'en ce modo, certains criminels, en tout cas, se sont pris pour le bras de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont pris cette décision, je veux dire, comme la notion du tyrannicide, où Dieu prend un bras vengeur pour tuer le tyran, et bien là, ils se sont sentis investis de cette mission. Je suis certain qu'il y a eu un certain nombre en tout cas, qui ont fonctionné comme ça. D'autres, après, ça a pu être de la simple vengeance, et puis... Des règlements de compte, quoi. Voilà. Ouais. Alors, entre voisins, règlement de compte, ça veut dire qu'il y a des comptes à rendre. C'est pas évident. C'est simplement une haine de l'autre, comme tu disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, grosso modo, on leur a appris depuis 1562 à non pas tuer le voisin, puisque le voisin, ça peut être l'allemand, l'espagnol ou tout, ça n'a pas de sens réellement. Mais à tuer son parent. Et finalement à être autorisé à tuer son père, sa mère, son beau-frère. S'il est de confession différente. S'il est de confession différente et s'il soutient un parti ou un autre par rapport à toi. Oui, donc l'altérité religieuse justifie des crimes qui n'ont pas cours pour toute autre raison. Et donc on est là complètement dans un apprentissage à la mort ou à la tuerie qui n'est plus militaire, parce que mais qui est dans un local, enfin dans du local. C'est-à-dire ça peut être sur un village, c'est fait sur toutes les guerres civiles. Ça va se répéter pendant tout ce temps de ce massacre de la Saint-Barthélemy à Paris et dans les autres villes de France. Bien sûr. Oui, dans la Révolution, c'est différent parce que c'est une société laïcisée. C'est-à-dire que la religion ne joue plus de rôle. En tout cas, ils ont gardé le même principe, c'est ça qui est drôle. Oui, et puis l'idéologie entre guillemets remplace le motif religieux. Hein, les grands massacres en Vendée ou en septembre ou d'autres, c'est l'ennemi de la Révolution qui doit être détruit, et éventuellement démembré, défiguré et tout ce qui s'ensuit. Et autres. Ouais. Exactement, parce qu'on retrouve exactement les mêmes rituel. Oui, c'est la même façon de tuer. C'est la même façon de tuer. C'est la même façon que lorsque la justice royale aussi tue un homme condamné à la crime de lèse-majesté. Ça ressemble au supplice que subissaient les condamnés sous l'Ancien Régime. Oui. Hein, Et justement, je pense qu'on m'entend, mais bon. Et justement, j'aimerais qu'on parle d'ordre. Oui. Parce qu'à la fin, les désordres, c'est une chose, mais en principe, une société fonctionne avec l'ordre. Et donc, j'ai deux questions que je vous poserai à la suite. Je vous la pose à vous d'abord, Patrice. Premièrement, est-ce que ces massacres auraient pu être évités avec un service d'ordre efficient qui aurait pu exister? Deux, comment se sont-ils arrêtés? Ce qui me paraît être important pour qu'on comprenne. Parce que oui, par exemple, au quotidien, on se dit, sans doute naïvement, qu'on est protégé d'insurrection. Aujourd'hui, je veux dire, tout simplement parce qu'il y a une police. Parce qu'il y a des gendarmes qui ont des blindés. Je veux dire, on a connu une petite insurrection il y a quelques années en France. Non mais voilà. Donc c'est ma question, c'est qu'en fait, à quel moment est-ce que cette chose-là n'a pas fonctionné? Et deuxièmement, qui a pu arrêter ça? Bon, d'abord, il n'est pas dans l'ordre des choses de vivre en paix avec son voisin.
naturellement, imaginez un monde où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas d'autorité, où il n'y a pas de système de représentation. Là, vous parlez de la Révolution. Non, de tout. Donc, oui, d'accord. De la morale ou autre. Eh bien, on va s'emparer des femmes et des biens de son voisin. C'est normal, c'est humain. L'ordre politique, la loi, le droit ont été inventés précisément Nous sommes d'accord. pour que les gens ne se tuent pas entre eux. Mais là, justement, il y en avait un, a priori, à peu près. Oui, il y en avait un, mais il a disparu. D'accord, donc ça, il a disparu. Alors, comment sans ordre, on a récupéré la situation? Alors, comment on a récupéré la situation? Barras, qui était un spécialiste, il avait beaucoup tué à Toulon et ailleurs, a dit « il faut que la mode de s'entrégorger passe ». Une fois qu'elle est passée, les choses reviennent à la normale. Ce n'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire que la révolution, puisque là, je parle de la révolution, ça demande une dépense d'énergie incroyable. C'est fatigant. Et puis la révolution, c'est une montée aux extrêmes, où tout le monde, peu à peu, devient menacé. Et fatalement, un jour, le besoin d'ordre redevient le plus fort. Et ça se passe dans la Révolution, ça s'arrête avec la mort de Robespierre, qui n'était d'ailleurs pas le plus terroriste de tous. Il est même, par certains côtés, il est loin d'être le plus violent, mais il a fini par incarner la radicalité de la Révolution. Et donc, lui mort, eh bien, tout d'un coup, tout s'arrête. Et alors, les prisons s'ouvrent, les détenus sortent. En 3 jours, ça se fait. C'est-à-dire, aussi vite que la situation a dégénéré, que la violence a tout envahi, aussi vite, aussi rapidement, la violence reflue. Et est-ce qu'il y a eu un semblant d'ordre, je ne sais pas moi, en a, 93? Est-ce que, oui, est-ce que les choses sont un peu tenues? Il y a un semblant d'ordre en 94, quand Robespierre élimine ses rivaux. Quand il tue Danton et qu'il tue Hébert, alors là, pendant 2 mois, il y a un semblant d'ordre qui se met en place. Il décide de rapatrier à Paris tous les détenus, de faire un tri, et c'est là qu'il y a cette fameuse loi du 22 prairial, qui est mort ou acquittement, mais qui est une loi qui permet de vider les prisons. Oui. On va tuer une partie, on va libérer les autres, mais qui est une tentative de sortie. Et puis, il y a cette loi sur le culte de l'être suprême, qui donne une justification religieuse à la terreur, certes, mais qui est aussi une promesse qu'on va revenir à un monde normal, puisque Dieu est rappelé dans le sein de la société. Et beaucoup de gens, et notamment des royalistes, ont vécu ce décret de l'être suprême comme une promesse de retour à la normale. Donc, dans les dernières semaines avant la chute de Robespierre, il y a cette idée que la dictature est l'instrument d'un retour à la normalité. C'est d'ailleurs l'idée que reprendra Bonaparte quand il va prendre le pouvoir. Bonaparte, il a fait la même chose que Robespierre, et simplement il dira plus tard, j'ai plus de chance que Robespierre parce que moi j'ai l'armée. Lui, il avait l'échafaud. Et c'est un moyen moins efficace. Et c'était très bien vu. Et vous diriez par exemple que c'est ce qui a manqué aux autorités révolutionnaires avant l'avènement du Directoire, d'avoir par exemple une armée ou une force suffisante pour discipliner tout ça? L'armée est aux frontières. Elle est en Hollande, vous savez, les armées sont devenues victorieuses, donc elles ont franchi les frontières françaises, elles ont envahi, elles ne sont pas là. Et puis, par peur de l'armée, le pouvoir révolutionnaire les a tenues loin. À distance. À distance. Et ils n'ont pas d'armée, ils n'ont que cette force armée parisienne qui est commandée par Henriot, qui va être tué le 9 Thermidor. Robespierre et son frère ont voulu faire venir Bonaparte à Paris pour prendre le commandement de la force armée au service de la Convention. Et Bonaparte, après avoir consulté Joseph, a refusé. Et plus tard, il a dit « Ah oui, mais moi, si j'avais été là, l'affaire se serait terminée autrement. » C'est-à-dire que Robespierre aurait gagné dans son bras de fer avec la Convention. Donc, il manquait... Paris n'avait pas de force armée. Il y avait uniquement une force armée qui était une force armée militante, qui était l'otage des différentes... Oui, donc d'un côté, il voulait pas de soldats parce qu'il fallait qu'ils soient loin des frontières pour qu'il n'y ait pas de coup d'État militaire. Mais à partir du coup, il n'y avait pas d'ordre. de juin 1994, quand les armées françaises deviennent victorieuses à l'étranger, la justification de la terreur tombe. Parce que c'était le salut de la patrie. Il n'y a plus de danger de la patrie puisque les armées sont à Amsterdam. Oui, donc il n'y a plus de danger. Et il y a une aspiration au retour à une vie normale qui se manifeste notamment par le fait qu'il y a des attaques de convois qui emmènent les condamnés. Déjà, on avait enlevé la guillotine de la Concorde parce que les riverains se plaignaient.
il se trouve que le sol de la place de la Concorde n'absorbait pas le sang. Donc c'était très désagréable. Les riverains se sont plaints, on l'a transporté à Picpus, place de la Nation, avec un cimetière à Picpus. Mais sur le parcours, depuis la conciergerie, dans les dernières semaines de juillet 1994, il y a des attaques de convois où des passants s'attroupent. Oui, c'est le Far West. Peut-être les mêmes qui avaient participé aux violences de la Révolution, mais qui en ont marre, qui s'attroupent, qui obligent les soldats, les gardes, à libérer les détenus qui vont être guillotinés. Il y a des émeutes dans Paris qui témoignent d'une aspiration au retour à l'ordre. Donc, donc en fin de compte, ça précède un peu l'état d'esprit de la société, précède en l'occurrence, le retour à l'ordre du directoire. Les gens sont disposés à ça. Il n'y a pas de retour à l'ordre. C'est intéressant parce qu'en fait, anarchie pendant 4 ans. Le directoire. Oui, d'accord. Donc il y a pas mais avec une population qui a moins envie, qui n'a plus envie de faire la révolution et qui surtout déserte les idéaux révolutionnaire. Mais est-ce que vous diriez du coup que c'était quelque chose au fond d'irrationnel et ça arrive ? Non, parce que c'est aussi la violence, elle est inscrite dans les principes de la Révolution. Alors je ne dirais pas comme De Villiers qu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, mais en tout cas elle est inscrite dans la promesse d'égalité, qui est porteuse de violence, et puis aussi cette idée démente qu'aucun autre peuple n'a eue avant les Russes en 1917, les bolcheviks, qui est de recommencer une histoire et une société à zéro à partir de rien, en abolissant toutes les traces du passé. Ça, c'est une idée démente qui s'empare des têtes françaises en 1789. Et ça, c'est lourd de violence, parce que, bien sûr, ça conduit à l'échec dans tous les domaines, économiques, dans tous les domaines. Et les échecs, comme il y a cette promesse de régénération absolue, les échecs sont imputés aux mauvais citoyens, aux ennemis cachés, et commence alors la traque des ennemis. Bien sûr. Et le massacre est forcément au bout de ça. Oui, c'est rhétorique au début. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr, on coupe des têtes le 14 juillet, mais la rhétorique de Marat, Marat n'a jamais tué personne et n'a pas l'intention de tuer des gens lui-même. Oui. Mais sa rhétorique est meurtrière. Elle induit ça. De toujours dénoncer un complot contre la Révolution et la réalisation de ces promesses qui, en réalité, sont intenables. Intenables, bien évidemment. Voilà. Didier Le Fur, même question. Comment l'ordre a été rétabli ? Que s'est-il passé ? Comment ça s'est arrêté, ça ? Ça s'est arrêté, j'allais dire, alors, j'ai pas de faute de combattant, mais avec la nuit. Avec la nuit ? Oui, parce que c'est toujours plus simple de tuer en plein jour qu'en pleine nuit. Ça s'est arrêté aussi parce que fondamentalement, même s'il y a eu opposition, peut-être incompréhension entre la municipalité de Paris et comment on appelle ça, tout l'ordre, les soldats qui pouvaient entourer le roi et les compagnies qui accompagnaient les grands seigneurs du royaume et qui étaient visiblement tous armés, mais on n'en sait rien non plus, mais apparemment, eh bien, à la fin de la journée, sur ordre royal malgré cela, qui a un ordre assez intéressant parce qu'au départ, il parle de pillage. Après, donc Charles IX donne l'ordre que ça s'arrête. Voilà, il est à 11h du matin. À ses partisans. Voilà, à tout le monde. À tout le monde, stop. On arrête tout. Et ils obéissent. Voilà, et à 11h, c'est pour des histoires de pillage. À 14h, c'est pillage et quelques meurtres. À 17h, c'est meurtre et pillage. C'est-à-dire que peu à peu, l'information, alors qu'on est au Louvre, eh bien, évolue. La connaissance aussi peut-être du massacre évolue, et là la réaction aussi évolue. Ça ne veut pas dire pour autant que les massacres vont pas se poursuivre individuellement, pendant la nuit, pendant quelques jours encore. Et en fait, c'est lorsque Charles IX, 2 jours plus tard, va aller au Parlement de Paris et assumer le fait d'avoir voulu tuer les chefs réformés, et expliquer pourquoi, c'est-à-dire cette version, genre si je ne les avais pas tués, c'est eux qui m'auraient tué. Qui se justifie auprès du Parlement. Voilà. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là où tout s'arrête dans Paris. Le seul problème, c'est que Paris était enfermé, enfin, on avait exigé, je n'ai jamais compris pourquoi, de fermer les portes et les chaînes, donc d'isoler complètement la population parisienne de Paris. Et c'est ça le problème. Est-ce que c'est pour pas ce qu'ils sauvent ou pour pas diffuser l'information ou pour voilà. C'est vraiment très très compliqué. Pendant les massacres de septembre, ils ont fermé les portes de Paris. C'est tout le problème. Hein. Voilà.
Exactement. Soit on garde tout pour les garder, soit au contraire, ça a été expliqué comme ça pour pas que les massacres se diffusent au-delà des murs. Alors ça, je te dis, il y a toujours deux versions. Hein, voilà. Et il se trouve que forcément les massacres vont aller au-delà du mur. Et donc dans les faubourgs, Saint-Marcel ici, puis après pour Charenton jusqu'à Meaux, là où tous les cultes étaient autorisés autour de Paris, puis après dans toutes les autres villes. Enfin dans les villes qui ont été massacrées ou en tout cas occupées d'une façon très violente par les réformés pendant les précédentes guerres. Il y a une chose quand même qui m'interroge toujours là aussi, c'est que après cette déclaration officielle du roi, qui va mettre un peu de temps à circuler à travers le royaume. Question simple, mais c'est un ordre écrit? Alors, il y a une déclaration publique devant le Parlement et après une déclaration écrite. D'accord. Il y a des gouverneurs de province qui vont l'écouter, d'autres moins. Il y a des gouverneurs de ville qui vont obéir, d'autres moins. Après, savoir si... Là, en reparlant de prison à Toulouse, les 400 hommes et femmes qui avaient été internés pour les protéger d'un possible massacre, puis finalement massacrés à l'intérieur de la prison, est-ce que c'est une réalité ou si c'est simplement une fiction racontée par la suite? On n'en sait strictement rien là non plus. On a tué partout. Combien? Voilà. Après, il y a une chose quand même qui m'étonne, moi, c'est toujours la même chose, c'est que après cette déclaration officielle de Charles IX au Parlement, 3 jours plus tard, il n'y a pas les petites voitures pour nettoyer les rues, et 3 jours plus tard, il y a une procession immense qui se fait de Notre-Dame à Sainte-Geneviève, avec sortie de reliques et autres, et 3 jours après, la présence du roi, de sa mère, de ses frères, sa sœur, de tout le monde en fait. Et pour remercier Dieu de ce qui s'est fait. Du massacre. Voilà. C'est-à-dire que non, c'est pas une marche blanche. Non, c'est pas une marche blanche du tout. C'est une manifestation de piété, de catholique. C'est un couronnement encore un peu. Pour remercier Dieu d'avoir enfin libéré la France et libéré la couronne de ces méchants monsieur et dames qui cherchaient à expulser la vraie foi, la foi catholique, enfin pour les autres, et puis aussi à déstabiliser le royaume et voire usurper la couronne. Vous croyez que c'est un acte pieux ou c'est un acte politique? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que après c'est un acte pieux et politique comme tous les actes pieux et politiques de la monarchie. Mais dans leur tête, ça permettait de justifier auprès des Parisiens et du royaume ce qui s'était produit, de le rationaliser. C'est pour peut-être aussi pardonner à tous les Parisiens, parce qu'il n'y a aucun procès. Il n'y a aucun procès. Aucun procès. Rien. Il n'y aura pas une personne punie. Le seul procès qui va exister, ce sera le procès de Coligny post-mortem, pour l'accuser réellement, pour justifier réellement son assassinat. C'est différent avec la Révolution. Ah bah oui, c'est tout le contraire. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors justement, parce que parce que hélas le temps file, on aurait pu discuter des heures. Qu'est-ce qui s'est... Donc là, il n'y a pas de procès. Didier, vous m'avez répondu. Aucun. À part celui de Coligny, pour le fantôme de Coligny. Qui et comment, enfin qui a été jugé? Comment est-ce qu'on les a jugés? Alors ils ont été arrêtés après la fin au moment des dénonciations. Quand Robespierre est tué, dans les jours qui suivent, commencent toutes sortes de révélations sur la réalité de la terreur et des demandes de justice. D'ailleurs, la convention finissante met la justice à l'ordre du jour. Réponse au décret sur la terreur à l'ordre du jour. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans des pays qui sortent de périodes difficiles. On examine le passé, et on s'efforce de rendre justice, on va guillotiner un certain nombre de conventionnels qui avaient commis des crimes comme Carrier à Nantes, et les massacreurs de septembre, quelques-uns, pas tous, vont être arrêtés, mis en prison et jugés. Ils auront tous des petites peines. C'est plus une sorte d'exorcisme collectif, hein, où on passe l'éponge, en fait, sur ce qui s'est passé. On les juge. Souvent, on les laisse en prison quand même après même leur acquittement. Ils vont rester en prison. Et c'est Bonaparte qui va finalement être le bras de justice, puisque après l'attentat de la rue Saint-Nicaise, il va les faire coffrer à nouveau. Et ils vont être compris dans la loi de déportation pour être envoyés aux Seychelles. Et c'est la fameuse pour phrase... lequel il n'était pour rien d'ailleurs. Non, il n'était pour rien. C'était royaliste. Mais Bonaparte avait décidé d'en profiter pour liquider ce qui restait de la gauche révolutionnaire. Et
C'est un attentat royaliste, hein, je rappelle. bien Mais sûr. il en profite pour liquider la gauche. Il les fait embarquer pour les Seychelles. Et c'est la fameuse phrase de Madame de Staël. Ils ont dû être déportés verticalement au fond de l'océan, puisqu'aucun d'eux n'est jamais arrivé aux Seychelles. Voilà. Et effectivement, ils ont dû être jetés par-dessus bord pendant le trajet vers les Seychelles. Le problème a été... et finalement, justice a été rendue. Voilà. Bien sûr, avec des Oui. méthodes comparables. Oui, voilà. Et alors, dernière question après, ça suffit. Est-ce que vous trouvez, l'un et l'autre, d'accord, Dunier, je vais vous donner le micro, est-ce que vous trouvez que l'épisode des massacres de septembre et de façon générale, ce moment de violence, qui n'a pas été qu'un moment de violence évidemment de la Révolution française, est aujourd'hui justement raconté, c'est-à-dire que globalement en France on se fait une idée juste de cette chose. Et du coup ma question, Didier, est-ce que pour vous la lecture que, disons, communément nous avons de la Saint-Barthélemy est à peu près juste et correcte? Si elle ne l'est pas, évidemment, pourquoi? Alors c'est une lecture qui a évolué depuis qu'on a commencé à la raconter, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle. Et il y a eu constamment deux versions, une version catholique et une version réformée. Depuis le XIXe siècle, dans la culpabilité catholique, cette histoire a été abandonnée totalement aux réformés jusqu'à dans les années 1980. Je crois qu'Arlette Joanna est la seule catholique à avoir écrit sur la Saint-Barthélemy. Et Arlette a publié son bouquin dans les années 2000, c'est ça, hein? Bon. Et donc et encore en étant très influencé par toute la littérature réformée et le récit réformé subodorant que fondamentalement, même si c'était des textes écrits 3 à 4 ans après les faits, ils pouvaient être justes. J'ai toujours un peu de mal avec ça, moi, mais bon, c'est une autre histoire. Mais là, il y a une culpabilité incontestable, tout simplement parce que justement, il y a une absence de récit officiel ou de justification monarchique, de la monarchie ou du pouvoir, et qu'on n'a qu'une version réformée. Alors avec des nuances entre la préméditation, le coup d'État ou la spontanéité, c'est toujours un peu compliqué aussi les spontanéités, mais c'est voilà. En fait, ça reste un gros mystère. L'ennui avec cette histoire, c'est que la Saint-Barthélemy, parce que c'était organisé par le pouvoir et non pas subi par le pouvoir comme toutes les autres guerres civiles, c'est devenu un crime épouvantable, plus grave que toutes les guerres civiles qu'on avait provoquées contre le pouvoir, qui avait fait bien plus de morts contre. Voilà. Et c'est là toute la difficulté du récit, ou dans le récit national, probablement, dans la manière dont on construit une sorte d'évolution. Ça crée une dissociation. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui pouvait être contre le pouvoir, finalement, c'était pas très grave. Mais quand le pouvoir réagit pour se défendre, ça devient dramatique. Et c'est une vraie question, est-ce qu'un pouvoir a le droit de tuer pour se protéger? Par exemple, personne ne dit que Charles IX a donné un ordre à un moment donné. Non. C'est pas dit. Mais Mais il reconnaît avoir, 2 jours plus tard, accepté le massacre des capitaines, mais pas des autres. D'accord, Il endosse la responsabilité sur, j'allais dire, les nobles et les gens qui étaient capables de lui faire la guerre, c'est-à-dire ceux qui étaient capables de diriger une armée, mais pour toute la population massacrée, c'est pas lui. C'est une façon de civiliser un peu sa responsabilité. C'est à la fois dire non, je me suis défendu et j'ai défendu le régime politique et j'ai défendu ma famille et j'ai défendu voilà, et par ça voilà. Et même si pendant tous les temps de pacification, il refuse de discuter à la hauteur avec ses opposants parce qu'il considère que finalement, il est au-dessus de ses vassaux qui essayent de lui imposer la loi. Et d'ailleurs, ce qu'il cherche à faire, c'est une réalité. Voilà. Donc, il y a tout ce problème d'assumer ou pas. Et puis, par la suite, c'est le problème, c'est que comme et ça se voit toujours aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient de sortir un truc là sur les guerres civiles. La troisième guerre civile est racontée en 3 lignes et la Saint-Barthélemy en 2 pages. C'est 2 ans de guerre civile et quelques heures. Ben voilà. Mais il y a eu aussi plein d'autres morts avant et après. Mais c'est l'idée du crime d'État ou au contraire de la défense de l'État contre un agresseur. Après, c'est le souci de cette histoire, c'est que fondamentalement, à partir du moment où on est
dans l'illustration d'une violence, on garde aussi simplement que l'image de la violence. Comme tu parlais de la Lamballe tout à l'heure, moi, c'est le massacre de septembre, c'est ça, et c'est accroché. Voilà. Pour le reste, je sais pratiquement rien, mais voilà. Eh bien, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on photographie une violence et on photographie aussi un temps pour mieux le rejeter. Et alors, tu parlais de civilité tout à l'heure. C'est incontestable que le pouvoir politique aujourd'hui est beaucoup plus civilisé, entre guillemets, qu'il y a 2-3 siècles. Mais fondamentalement, la violence, elle peut toujours exister tout le temps. Non. Et cette idée du progrès humain était peut-être à revoir. Oui. Et vous, Patrice, est-ce que vous trouvez qu'on a bien raconté cette histoire? Les massacres de septembre, globalement, La oui. violence de la Révolution. Oui. On est au point, là. Oui, on est au point. Alors bien sûr, il y a toujours des questions de détail et ça laisse un peu de travail pour les historiens. Est-ce que Danton les a commandités? Est-ce que c'est un massacre spontané qui est utilisé par les gens au pouvoir à ce moment-là? Bon, tout ça reste bien sûr en débat parce que, par définition, ce genre d'événement laisse peu de traces écrites. Personne ne donne d'ordre officiellement, ou c'est verbalement, mais on n'écrit pas à les tuer dans les prisons. Donc il n'y a pas d'ordre qui existe. Mais avec tous les petits témoignages, les bribes qui ont survécu, un billet de commande officielle de vin pour les massacreurs, pour leur donner du courage à l'ouvrage, on arrive à reconstituer. Et il y avait un érudit, un historien formidable qui s'appelait Pierre Caron, qui avait, en 1935, publié un énorme livre sur les massacres de septembre, où il confrontait tous les témoignages, tout ce qu'on avait pu retrouver, et il proposait un récit qui n'a pas été remis en cause depuis, donc qui est globalement, on sait. Voilà. Il y a des épisodes de la Révolution pour lesquels la controverse dure toujours, c'est la Vendée en particulier. Mais sinon, globalement, on sait, les massacres d'Avignon, tout ça est bien connu maintenant. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez,